Bonjour tout le monde, allez, plus qu'une épreuve et on est enfin en vacances. Bon, blague à part, aujourd'hui, sujet EDEC, ECE 2020. Euh, alors, au menu, donc pour l'exercice 1, exercice sur l'algèbre matricielle, donc pas forcément très compliqué a priori. Exercice 2, variable à densité avec principalement des lois normales. Exercice 3, des variables discrètes avec très certainement des formules de proba totale. Et exercice 4, de l'analyse avec apparemment des intégrales et des séries. Alors, exercice 1. Donc, pour l'exercice 1, on propose donc l'ensemble des matrices antisymétriques. Donc on vous rappelle, antisymétrique, c'est, enfin on vous le dit parce que c'est pas vraiment au programme, que la transposée de m vaut moins m, et on nous demande de montrer que l'ensemble des matrices antisymétriques est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Bon, donc déjà on a An de R qui est inclus dans Mn de R. Ensuite, An de R est non vide, car évidemment la matrice 0 appartient à cet ensemble. Et ensuite, donc on va vérifier, donc on va prendre un lambda dans R, deux matrices dans AN, et on va calculer donc la transposée de lambda M1 plus M2, ce qui vous donne ceci. Comme M1 et M2 appartiennent à A, on a leur transposé qui vaut l'opposé. Donc voilà ce que ça vous donne. Ce qui nous permet de conclure que lambda M1 plus M2 appartient à N de R. D'où finalement à N de R sous-espace vectoriel de Mn de R. On propose une application f définie sur An de R. Donc f de m, c'est transposer A fois m plus m fois A. Établir que f de m est une matrice antisymétrique. Alors, on va calculer la transposée de f de m. Donc ça fait la transposée de tout ceci. Donc ça vous donne d'abord la transposée d'une somme de matrices, c'est la somme des transposées. Là, c'est un A. La transposée d'un produit, c'est transposée de A fois B, c'est transposée de B fois transposée de A. La transposée de la transposée, ça fait A. Donc là, ici, plus transposée de A, transposée de M. Ce que l'on sait, c'est que M appartient à N de R. Donc on a moins MA, moins transposée de A fois M. Et sur A, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien. Donc là, on constate que ça vaut moins f de m. Donc, f de m est bien une matrice antisymétrique. On déduire que f est un endomorphisme de An de R. Donc déjà, on vient de montrer que si on prend une matrice de An de R, on arrive dans An de R. D'accord? F de m appartient à An de R. Ensuite, il faut montrer que c'est linéaire. Donc, quel que soit lambda dans R et M1, M2 dans An de R, on va calculer f de lambda M1 plus M2. Donc, on remplace. On va développer, rassembler. Donc là, pas très compliqué. Donc, en rassemblant, on va avoir trace AM1 plus M1A. Et puis trace AM2 plus M2A. Ce qui nous donne ceci, d'où F linéaire. Donc en résumé, F est bien un endomorphisme des matrices antisymétriques. Ensuite, on prend cette matrice A et on nous demande de montrer que c'est une famille génératrice de A3 de R.
Ok. Donc, si on prend une matrice M antisymétrique, on va pouvoir dire que, donc, comme elle est, donc, je vous réécris, hein, on sait que transposer M vaut moins M. Donc, si transposer M vaut moins M, ça veut dire que les coefficients autour de la diagonale vont être opposés, et sur la diagonale, les coefficients vont forcément être nuls. Parce que sur la diagonale, les coefficients restent à la même place et ils sont égaux à leur opposé. Donc ça veut dire que être égal à son opposé, c'est être nul. Donc on va avoir 0, B, C, donc là moins B, donc là on va mettre un F, donc là moins C, moins F, 0. Donc voilà à quoi ressemble une matrice antisymétrique, d'accord? Donc sur la diagonale c'est des 0 et la transposée vaut bien moins M. Donc on constate que cette matrice, alors on prend leur notation, ça fait BJ plus CK plus FL. D'où finalement A3 de R, c'est vect JKL. Donc on a bien une famille génératrice de A3 de R. Montrer que c'est une famille libre. Donc là, on part de lambda 1J plus lambda 2K plus lambda 3L égale 0. Et directement, vu que les 1 sont à des places différentes, d'accord, il n'y a pas vraiment de système, ça nous donne ça. D'où la liberté. Ensuite, donc, en fait, JKL, c'est une base de A3 de R. Et ainsi, la dimension de A3 de R, ce sera égal à 3. Ensuite, il faut qu'on calcule f de j, f de k, f de l. Alors le mieux, c'est de prendre une matrice M. On va prendre une matrice M quelconque. Et on va calculer f de M. Quand on ne peut pas avoir à faire 3 calculs différents, on va calculer f de M directement. Alors A, c'est 1 moins 1. Ok. Donc f de M. Il faut que je prenne avec le A. Donc f de M, ça va faire donc 0, 1 moins 1, donc moins B, A. Ensuite, on va avoir moins D, A. Il n'y a rien. B moins H. Fois 1 là. Donc moins E, donc moins 2E. Bas à droite, C plus G. Et moins F plus D. Je vérifie juste un coefficient. Ok. Bon, donc ça c'est notre matrice générale quand on calcule l'image générale f de m. Alors nous on veut f de j. Alors pour f de j, on a donc b égale 1. Avec mes notations, d égale moins 1. Donc ça va faire 0 moins 1, 1, 0, ici un moins 1 qui traîne, 0, 1, 0. Et on veut quoi en fonction de J et L. Donc on a L, non, moins L moins J. F de K. Alors ici pour K, on a pris C égale 1 et G égale moins 1. Donc ça fait que des 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est la matrice nulle. Ensuite, f de L. Alors pour L, on a f égale 1 et h égale moins 1. Donc ça nous fait 0, 0, 0, 0. F, donc moins 1, 0, 1 et 0. Et donc ça vaut moins L. Bon, donc effectivement, on peut exprimer en fonction de J et de L. Enduire une base de IMF. Alors pour IMF, on va utiliser une caractérisation à travers le vect. Et on sait qu'il nous faut
vect des images d'une base. Pas forcément la base canonique, mais une base. Donc ça fait f de j, f de k, f de l. Ce qui nous donne vect f de j, c'est moins l moins j. F de k, c'est 0, ça disparaît, donc moins l. Donc si on simplifie, on peut ajouter le L à la première, donc ça fait en fait vect JL. On veut une base, donc on a donc JL est génératrice, d'accord, ça c'est grâce au vect, libre, c'est non collinéaire, donc base de IMF, ce qui nous permet d'en déduire. Il y a quoi des matrices que de B. Ok, donc ça c'est bon. En déduire la dimension de KRF, donc par le théorème du rang, on a dimension de KRF plus rang de F égale la dimension de départ, c'est-à-dire ici A3 de R. Donc on en déduit que la dimension de KRF c'est 3 moins 2, 1. Donc ça signifie qu'on cherche, donc là vous voyez, juste après on nous demande une base, donc on cherche pour avoir une base de KRF un élément non nul qui se trouve dans cet ensemble. Sauf que comme K différent de 0 vérifie f de K égale 0, on a K base de KRF, d'accord, parce qu'il nous fallait un élément non nul dedans. Ensuite, matrice grand F, donc de petit f dans B. Donc en colonne, on va écrire f de J, f de K, f de L, en fonction de JKL. Alors f de J, on avait trouvé moins J moins L. Donc on a ça, f de K c'était 0, et f de L c'était moins L. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc il n'y a que des moins 1, 0, d'accord. Valeur propre de f, donc on dit comme f est triangulaire, on lit ces valeurs propres sur la diagonale. Donc le spectre de grand F, qui est aussi le spectre de petit f, c'est 0, moins 1. Et pour finir, déterminer le rang de f plus identité. Donc on va chercher le rang de grand F plus i. Donc c'est le rang de... Donc là, hop, plus i. Donc il y a un 1 ici. Et moins 1, 0, 0. Donc ce rang, vous voyez, c'est le rang des colonnes. Donc la dernière colonne, on peut l'oublier. Les deux premières colonnes, ici, elles ne sont pas collinaires. Donc le rang vaut 2. Donc on a le rang de f plus identité qui est égal à 2. Donc le rang, ça nous permet surtout d'avoir une info sur la dimension du noyau. Donc par le théorème du rang, on en déduit que la dimension de ker f plus identité vaut 1. Donc ça nous dit que, donc on avait moins 1 qui était valeur propre, donc là en fait ça nous dit que la dimension de e moins 1 vaut 1. Donc on a au final dimension de e moins 1 plus dimension de e0. E0 c'est ker f. Ça vaut 2. C'est différent de la taille de la matrice, donc ker f, rappelez-vous, c'était une base, on avait k. Donc f n'est pas diagonalisable. Bon, donc voilà pour ce premier exercice. Exercice 2. On prend x qui suit la loi normale de paramètres 0 sigma carré. On vous donne la densité, sympa, et la fonction de répartition. Alors, on nous demande de montrer ce lien, qui nous rappelle un peu un lien avec la fonction grand phi. Alors, on va calculer ceci, donc ça nous donne cette intégrale de petit f. L'idée, c'est de comparer ça à grand F de x. Donc, on va considérer le changement de variable affine suivant. Donc, ça va nous donner l'intégrale de plus infini à x de f de moins t. Donc là, on est en u. De f de moins u moins du. Donc, le moins va nous servir à basculer les bornes. F de moins u, f c'est pair
Donc ça nous donne f de u du. Et au vu de la formule, on peut dire que ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x moins l'intégrale de moins l'infini à x de f. Ça, c'est la relation de Chasles. Comme c'est une densité, ça nous donne 1 moins f de x. Donc, voilà pour le lien. Ensuite, on prend la valeur absolue de x et on nous demande la fonction de répartition. Donc déjà, le support, c'est R+. Si x est négatif, la fonction de répartition vaut 0. Et si x est positif, on part sur la proba. Donc avec notre valeur absolue, on va pouvoir découper, en tout cas écrire cette inégalité sous forme d'encadrement. Ce qui va nous permettre, comme x est à densité, de découper la proba. Voilà. Et d'avoir ceci. Alors, il voulait quoi? Donc, par rapport à la question 1, on a vu que f de moins x était 1 moins ça. Donc, ça vous donne 2 f de x moins 1. Donc, voilà pour notre fonction de répartition. On dit que c'est une variable à densité. Alors, on va déjà dire que fy est C1 sur R étoile, car fx l'est. C'est une fonction de répartition d'une variable à densité. Voilà. Ensuite, il nous manque la continuité en 0. Donc, on a la limite en 0 plus de fy, qui vaut la limite en 0 moins de fy, qui vaut l'image en 0. C'est égal à 0. Pourquoi? Car, alors ici, qu'est-ce qu'on avait? Donc de notre densité. Donc oui. Donc là, il faut qu'on calcule en fait. Ce qui nous manque, c'est fx de 0. On aimerait montrer que fx de 0 vaut 1,5. Donc fx de 0, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de... Alors non, on peut faire ça comme ça. On va faire ça autrement. Regardez. Car fx de 0, ça vaut, avec la relation de la question 1, ça vaut ceci. C'est-à-dire fx de 0 vaut 1,5. D'accord? Donc là, on se sert de la question 1. Et donc, comme ça vaut 1,5, tout ça, ça vaut 0. Enfin, les limites valent 0. D'où fy continue en 0 et donc sur R. Ce qui nous permet de conclure que y est une variable à densité. Pour avoir une densité fy, on dérive grand fy sur R étoile, donc valeur arbitraire en 0. Donc on va avoir fy, est-ce qu'il nous le donne? Non. Donc ça va faire 0 pour x négatif, et ça va faire 2, alors ils l'ont noté comment? Petit f, comme ça, pour x positif. Bon, on a sa valeur juste à côté. Montrer que y possède une espérance. Alors on va caractériser. Donc l'espérance de y existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette intégrale converge absolument, ce qui nous donne simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de ceci qui converge. On remplace. Ça va nous donner, alors la constante, on va la sortir. Donc x exponentielle moins x carré sur 2 sigma carré. Alors ici, on va considérer pour a positif l'intégrale de 0 à a de cette intégrande
Voilà, donc on a une primitive qui va être moins ceci, donc il y a donc le moins qui sort, le 2x qui va sortir avec le 2 en dessous, ça part, et il y a un 1 sur sigma carré qui sort, donc on va mettre un sigma carré devant. Donc ça nous donne moins sigma carré de ceci, moins 1, et quand a tend vers plus l'infini, ça tend vers sigma carré. Bon, donc finalement, on va pouvoir dire que E de Y existe, tout d'abord, et E de Y vaut, hop, donc là, le sigma carré, donc c'était simplement le morceau, enfin de l'intégrale, donc avec le sigma qui est en dessous, ça nous donne ceci, et les racines de 2, on peut les simplifier, donc ça fait sigma de racine de 2 sur pi. Ensuite, on a un échantillon, même loi que Y, Sn c'est la moyenne empirique. Alors tout d'abord, montrer que c'est un estimateur. Donc Sn est indépendant de sigma et construit avec un échantillon. Donc, c'est bien un estimateur de sigma. Ensuite, donner la valeur de son biais. Donc, son biais, c'est pour Sn. Donc, par linéarité, l'espérance de Sn, c'est 1 sur n fois la somme des espérances de yi. Donc, ça nous donne... Donc, les yi suivent la même loi que y, donc elles ont la même espérance. L'espérance de y, c'était sigma de ça. Donc on aura n fois cette constante, donc il reste juste cette constante. Donc ça c'est différent de sigma. Et donc toujours par linéarité, on va pouvoir dire que on va tout ramener de l'autre côté. Donc sigma de, pardon, l'espérance de cette variable vaut sigma. Donc, est-ce qu'il y a un nom? Oui, Tn, c'est un estimateur sans biais de sigma. D'accord. Ensuite, rappelez la valeur du moment d'ordre 2 de x. Alors, par Koenig-Huygens, on a le moment d'ordre 2, c'est la variance plus l'espérance au carré. Donc la variance, c'est sigma carré. L'espérance est 0. Voilà. Et on nous demande ensuite l'espérance de y carré. Alors oui, regardez, l'espérance de y carré, c'est l'espérance de la valeur absolue au carré. Donc c'est l'espérance de x carré, c'est pareil. Ça ne change pas. Et la variance, donc encore par Koenig-Huygens, la variance de y, ça sera le moment d'ordre 2 moins l'espérance au carré. Donc l'espérance au carré, ça va faire 2 sigma carré sur pi. D'accord, donc on va avoir ceci. Et ensuite la variance de Sn. Donc là, par indépendance. La variance de Sn, ça va être... Alors le 1 sur n, il sort au carré. Comme c'est indépendant, on va faire la somme des variances des yi. La variance yi, c'est la même que la variance de y. Donc, et n fois cette constante, donc ça fait 1 sur n, pi moins 2 sur pi, sigma carré. Ensuite, risque quadratique de Tn. Alors, le risque quadratique de Tn, c'est le biais au carré plus la variance. Tn, c'était notre estimateur sans biais. Donc, on a juste la variance de Tn qu'on va garder. Tn, il y avait ça, donc ça fait pi sur 2 variance de Sn. Ouais. Donc, variance de Sn, on l'a, pi va se simplifier, donc ça nous fait pi moins 2 sur 2n, sigma carré. Ça tend vers 0, donc Tn, estimateur convergent pour sigma. Exercice 3.
Alors, exercice 3. On a deux urnes. Une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n et v des boules blanches en proportion P. On pioche une boule dans U, on note le numéro de la boule, et après on pioche K boule là-bas. Ok. Donc si n vaut 1, reconnaître la loi de Y. Alors si n vaut 1, on va donc faire un tirage. Un tirage dans V. Et donc le nombre de boules blanches, ça sera soit 0, soit 1. C'est-à-dire V de oméga, ça sera 0 ou 1. C'est-à-dire que ça sera une loi de Bernoulli. Et la proportion, c'est le succès. Ici, c'est les boules blanches. Donc, c'est pas V, pardon, c'est Y. Les boules blanches sont proportion P, donc ça fait B de P. Reconnaître la loi de X. Alors, X, c'est le numéro. Donc, par équiprobabilité, X, ça suit la loi uniforme sur un N. Donc l'espérance, c'est N plus 1 sur 2. Et la variance, c'est N carré moins 1 sur 12. Ensuite, on prend un cas dans un N. Loi de Y conditionnée par X égale K. Donc déjà, le support de cette variable. Donc si X vaut K, au maximum, je peux attraper K boule blanche, donc, et au minimum 0, si on prend les autres. Donc on va aller de 0 à K. D'accord, donc il me donne la distinction à faire. Donc si on a Y strictement plus grand que K, P de Y égale I, sachant X égale K, donc on est en dehors du support, ça fera 0. Et ce qui nous intéresse, c'est si I est plus petit que K. Alors si I est plus petit que K, là on se retrouve dans une situation binomiale, d'accord, parce que les tirages sont indépendants, ils sont avec remise. Donc on va avoir I parmi K, P puissance I, 1 moins P puissance K moins I. D'accord, vu qu'on a tiré le numéro K, donc on va tirer K boules, et il faut qu'à l'intérieur, on s'intéresse au nombre de succès, au nombre de boules blanches. Donc là, on est sur un comptage de boules blanches, et en proportion P, avec des remises à chaque fois de chaque boule. Donc c'est un schéma binomial, et donc voilà pour notre loi. Ensuite, justifier que l'ensemble Y de oméga. Donc Y de oméga, alors attention, nous, ce qu'on connaît, c'est Y sachant X. Y sachant X, son support, c'était de 0 à K. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est une variable conditionnée. Donc il va falloir regarder tous les supports possibles suivant toutes les conditions possibles. Donc le 0, ça reste 0. Ça, c'est la valeur minimale. Le K, par contre, il peut aller de 0 à N. Donc ici, d'accord, donc là, parce que K peut aller de 0 à N, pour toutes nos possibilités. Donc au maximum, si j'ai eu le numéro N, dans la seconde étape, je peux aller tirer N boules blanches dans l'urne V, puisque je vais faire N tirages. Et ensuite, on veut calculer P de Y égale 0. Alors, sachant qu'on a les conditionnels juste avant, on va utiliser ces conditionnels. Donc on va prendre ce système complet. Donc X, il allait de quoi à quoi? X est de 1 à N. Donc avec ce système complet, on a par la formule des probas totales, donc cette somme de K égale 1 à N, de P de Y égale 0, sachant X égale K fois P de X égale K. Alors la loi conditionnelle, on l'a déterminée juste avant. Donc là, notre I vaut 0, donc il est forcément inférieur à K. Donc ici, attention, le I vaut 0. Donc j'ai bien la somme de 1 à N. Alors, eux, ils veulent quoi? Ils veulent la formule. Ok. Donc la somme de 1 à N, donc je prends I égale 0. Donc j'applique dans ce que j'ai trouvé juste avant. Donc ça me fait 1 moins P puissance K. Le P de X égale K, c'est notre loi uniforme. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça va faire. Donc on a ici une somme géométrique. Donc 1 moins P est différent de 1.
Donc ça fait 1 sur n, le premier terme, 1 moins p. La formule, en bas on a ceci, et en haut, on a 1 moins la raison puissance le nombre de termes. En prenant les notations, donc on a Q sur n, en bas on aura P, et en haut, 1 moins Q puissance n. Donc en bas ils l'ont écrit, ils l'ont laissé. Donc P c'est 1 moins Q. 1 moins P c'est Q. D'accord? Ensuite on prend un I comme ceci, pareil. Donc idem, on va avoir P de Y égale I. Ça va être la somme de 1 à n. Alors là, ça va un peu changer, sachant x égale k fois p de x égale k. Donc on avait dit qu'il nous fallait que i soit inférieur à k. Donc il faut que k soit supérieur à i. Donc ça, c'est grâce à la question 3. Donc tout ce qui est en dessous, ça part. Cette proba, du coup, c'était quoi? C'était i parmi k, p puissance i, q puissance k moins i. L'autre, ça ne change pas, c'est toujours 1 sur n. On ne cherche pas à expliciter. Il y a bien n moins i plus un terme, on va de i à n. Donc, on a ce qu'il faut. Ensuite, on prend ça, montrer cette inégalité. Donc, i, k est plus grand que i plus grand que 1. Donc ça, c'est la petite formule, mais on vous demande de la redémontrer. Donc, on écrit ça avec les factoriels. Donc, voilà ce qu'on peut écrire. Les i simplifient. On a ça. Soit vous êtes inspiré à écrire le k moins i avec k moins 1 moins i moins 1. Si vous n'êtes pas inspiré, c'est pas grave. Vous prenez ce qui se passe à droite. Donc de la même manière, on écrit ça. On aura k moins 1 moins i moins 1. Donc ça va faire k moins i. Et donc en rassemblant les factoriels en haut, en prolongeant la factorielle, ça nous donne la bonne formule. Établir que y possède une espérance. Le support de y est fini. Donc espérance de y existe. Pour l'existence, c'est rapide. Pour le calcul, on a espérance de y. Alors y, c'était avec quelle lettre? Je vais prendre avant. C'était avec i. Donc l'espérance de y, c'est la somme, et on allait de 0 à n. Donc c'est la somme de 0 à n de i p de y égale i. Alors le terme en 0, on s'en fiche, on peut commencer à 1. Donc ça fait la somme de 1 à n. Alors, donc comme ça, on zappe le p de y égale 0. Donc on ne garde que ce que l'on a vu juste avant. Donc p de y égale i. Ça, c'est nous qui l'avons. Ça fait la somme de k égale i à n de tout ceci, q puissance k moins i. Et donc le 1 sur n, on va le passer devant. Donc voilà ce qu'on veut. Alors ils l'écrivent comment? Donc là, on applique. Alors vous voyez, le k et le i sont bien plus grands que 1. Donc là, on applique la question 6a. Donc ça fait 1 sur n. Cette somme, donc là, ça nous donne k fois i moins 1 parmi k moins 1 de ceci. Et pour l'instant, non, c'est pas fini. Il faut qu'on intervertisse les indices. Donc là, on sait qu'on a cette répartition. Donc on va permuter les sommes, comme ceci. Donc le k, lui, varie de 1 à n. Le i, lui, il varie de 1 à k. Donc la première somme, celle qui est à droite, porte sur i. Donc le k, on peut le placer devant. Et donc ici, on aura i moins 1 parmi k moins 1, p puissance i, q puissance k moins i. Ce qui est bien, ce qui est donné. Ensuite, on va continuer le calcul. Donc là, il faut aller au bout du calcul. Donc on va évidemment d'abord s'occuper de ce qui se trouve à droite. On va faire un décalage d'indices. Donc la somme de 0 à k-1 de i parmi k-1, p puissance i plus 1, q puissance k-i moins 1. Donc on se dirige vers un binôme de Newton. On va essayer de bien le préparer. Alors pour bien le préparer, le coefficient binomial, il est bon.
Ensuite, pour les puissances, donc là, ce coefficient, c'est bon. Pour les puissances, il y a P en trop. P en trop, je vais déjà le placer tout devant. Hop, on va le mettre là. Donc on a P puissance I. Et après, on a bien Q puissance K-1 moins I. Donc par le binôme de Newton, on a, alors pour l'instant, ça ne bouge pas, on va avoir P plus Q puissance K moins 1, sauf que ça fait 1. Donc on va l'oublier, et on va avoir la somme des K, donc ça c'est nn plus 1 sur 2, et voilà, on trouve l'espérance attendue. De la même manière, on part là-dessus. Donc l'espérance de y-1 existe car y de oméga finit. Donc là, attention, on parle bien du théorème du transfert, parce que c'est une espérance un peu modifiée. Donc par le théorème du transfert, on a cette espérance qui vaut. On était en quoi? En I. Donc a priori, ça vaut ceci. P de y égale I. Vous voyez qu'on va pouvoir faire démarrer la somme à 2. Donc on va avoir, et puis P de y égale I, donc c'est encore pareil. Hein. Alors eux veulent quoi? D'accord. Donc P de y égale I, non, c'est nous qui l'avons. Donc c'est la somme de K égale I à N. Donc nous on a I moins 1. On avait quoi d'autre après? I parmi K. P puissance I, Q puissance K moins I, si je ne me trompe pas. Ok. Bon, là s'applique en fait deux fois la question 6a, deux fois la petite formule, puisqu'on va avoir cette somme-là. Donc I-1 fois I parmi K, donc une première fois ça nous donne le K qui sort, une deuxième fois il y aura le K-1 qui va sortir, donc ça va nous donner I-2 parmi K-2. Même procédé, on va intervertir les indexations. Donc nous on a ça, donc ça va nous donner la somme de 2 à n. Alors la somme de 2 à n, je vais sortir les k. Puis ensuite la somme sur i. La somme sur i, elle va... Donc là on avait quoi? La somme comme ceci, d'accord? C'est bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Donc la somme sur i, elle va aller de 2 à k. Donc de i-2 parmi k-2 fois ceci. Alors, je regarde là où on veut aller. Donc il y a un 1 sur n que j'ai oublié ici. Donc là il y avait un 1 sur n qui traînait. Donc là on est bon déjà avec cette formule. Ok. Donc la B on continue. Donc on fait un décalage d'indice. Ça nous donne la somme de 2 à n des k, k-1, somme de i égale 0 à k-2 de i parmi k-2. Alors on va préparer le coup tout de suite. On va avoir p puissance i plus 2, je vais garder p puissance i et je vais sortir un p carré. Et on aura q puissance k-2 moins i. Là, on est inspiré par ce qu'on a fait tout à l'heure. Binôme de Newton, p carré sur n, somme de 2 à n des k, k-1. Donc ici, bon, pareil, hein, c'est p plus q puissance k-2, ça vaut 1. Et on veut calculer. D'accord. Donc ici, on va avoir... on va dire que ça peut commencer à 1, puisque la somme fait 0. Donc on a p carré sur n, donc la somme des k carrés moins la somme des k. Donc ça vous donne n plus 1, 2n plus 1 sur 6, moins n plus 1 sur 2. Donc les n partent. On va tout mettre sur 6. Il y a le p carré qui est en facteur, on va le laisser là-bas.
On va avoir n plus 1, on va développer, je pense. Non, on va factoriser en haut. Donc on va avoir n plus 1 facteur de 2n plus 1 moins 3. Si on met en facteur, donc ça nous donne 2n moins 2 qu'on peut simplifier. Donc ça fait n moins 1 fois ça. Et donc on a bien le n carré moins 1 p carré sur 3. Vérifiez que cette formule est valable pour n égale 1. Alors si n vaut 1, il faut reprendre ce que ça signifie. Si n vaut 1, la variable y moins 1 vaut 0 car y d'oméga, c'est ce qu'on avait vu au tout début, ne peut valoir que 0 ou 1. Or, si n vaut 1, donc si cette variable vaut 0, donc son espérance vaut 0, et ça vaut donc 1 moins 1 p carré sur 3. Donc c'est bien vérifié. Pour finir, exprimer la variance en fonction de ceci. Alors, par Koenig-Huygens, la variance de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y au carré. On va faire intervenir y moins 1. Et donc, par linéarité, on va avoir l'espérance de y moins 1 plus l'espérance de y moins l'espérance de y au carré. D'accord. Allez, pour finir le problème, alors on convient puissance 0 c'est 1, ça on sait. Justifier l'existence de ces intégrales. Comme les fonctions x puissance n sur 1 plus x et à x associe x puissance n sur 1 plus x carré sont continues sur 0, 1 fermé, alors I et j convergent. Ensuite, il faut calculer I0. Donc IN et JN. Donc I0, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré. Donc une primitive, c'est moins 1 sur 1 plus x, entre 0 et 1. Donc ça nous donne moins 1,5 plus 1, ça fait 1,5. Ensuite, I1, donc l'intégrale de x sur 1 plus x au carré. Donc là, l'idée, c'est de casser le dénominateur. Donc on va l'écrire comme ceci. Et donc d'avoir l'intégrale de 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc une primitive, ça va être ln de 1 plus x, le 1 plus x est positif, plus 1 sur 1 plus x, entre 0 et 1. Donc ça nous donne ln de 2, plus 1,5 moins 1. Donc ça fait ln de 2 moins 1,5. Ensuite, calculer. Donc on prend n dans grand N. Donc là, on va vouloir rassembler n plus 2. On va vouloir rassembler les différentes intégrales. Donc on va faire ça par linéarité. Donc par linéarité, on va avoir. Alors au numérateur, x puissance n plus 2, 2xn plus 1 plus xn. Donc tout ça sur 1 plus x au carré. On factorise par x puissance n. Vous allez avoir x carré plus 2x plus 1. Ça vous donne x plus 1 au carré. Ça se simplifie. Donc il vous reste 1 sur n plus 1. En déduire I2. Donc là, avec n égale 0, on a I2 égale 1 moins 2I1 moins I0. Donc ça fait 1 moins 2I1. Donc 1 moins 2 ln de 2 plus 1. Et moins I0, donc moins 1,5. Donc ça vous donne 3,5 moins 2 ln de 2. Je vérifie, on a mis 1 fois 2. I1 moins I0.
et I0 c'était OK. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça c'est pour I2. Ensuite, 4. Ah, on veut encadrer l'intégrale. Donc là on est sur une croissance d'intégrale. On va dire qu'on a, hop, tout d'abord, on a ceci, d'accord, car x est positif, donc votre x plus 1 est plus grand que 1. Ensuite, comme x puissance n est positif, on obtient ceci. Donc on a encadré l'intégrande. Comme les fonctions sont continues, sur 0, 1, fermé, et que les bornes sont rangées dans le bon ordre, par croissance de l'intégrale, vous avez donc 0, au centre on a in, à droite on a ceci qui est égal à 1 sur n plus 1. Donc par encadrement, on en déduit que la suite in converge vers 0. IPP, alors on va choisir. Donc là on veut partir de in et arriver à ça. Donc on va choisir U' de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc U, c'est moins 1 sur 1 plus x. Ensuite, x puissance n, donc on dérive, ça fait n xn moins 1. Votre n est plus grand que 1, donc pas de souci. Donc comme U et V sont de classe C1 sur 0, 1 fermé, on va avoir par IPP, donc on part de IN, donc ça va faire U fois V, donc moins XN sur 1 plus X entre 0 et 1, moins UV', donc ça fait plus N, X puissance N moins 1 sur 1 plus X. Ça vous donne moins 1 demi, plus, ça ressemble, donc ça c'est NJN moins 1, et c'est ce qu'on voulait. Calculer J0. Alors J0, c'est l'intégrale de ceci. Donc ça, on a fait le calcul tout à l'heure, ça fait ln de 2. Puis exprimer Jn plus 1 en fonction de n. Donc quel que soit n, Jn plus 1, c'est un peu la même idée que tout à l'heure, hein, par linéarité. Là, on va perdre moins de temps. On factorise. Ouais, ça va faire le même calcul. Donc on trouve 1 sur n plus 1. En divisant la valeur de J1, donc pour n égale 0, J1 ça vaut 1 moins J0, donc ça fait 1 moins ln de 2. Ensuite, on veut montrer ceci, on va faire ça par récurrence. Pour n égale 1, J1, on sait que ça vaut 1 moins ln de 2 d'une part. D'autre part, on a moins 1 puissance 1, ln de 2 moins la somme de 1 à 1, donc ça fait moins 1 puissance 0 sur 1. Donc ça vous donne bien 1 moins ln de 2. Ensuite, on suppose que c'est vrai à l'ordre n. On part sur Jn plus 1. Jn plus 1, c'est 1 sur n plus 1 moins Jn. Hypothèse de récurrence, ça va faire 1 sur n plus 1, donc moins Jn. Donc ça va faire plus moins 1 puissance n plus 1. Le moins, je le mets dans le moins 1 puissance n. Donc ln de 2 moins cette somme. Voilà. Alors le but, c'est de faire entrer le 1 sur n plus 1. Donc ça va faire... regardez. Ça va faire ceci. Pourquoi ça fait ceci? Parce que quand je multiplie, donc là, remarque, hein, moins 1 puissance n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1 fois lui-même, c'est égal à 1. D'accord? Donc le 1 sur n plus 1, je le vois comme moins 1 puissance n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Comme ça, je le fais passer à l'intérieur. Et ce que je veux faire ensuite, alors le ln de 2, il faut que je le garde. Il faut que je remarque que ce qui est devant, c'est le terme en n plus 1. Donc en fait, ce terme-là, c'est le terme en n plus 1. Pourquoi? Parce que moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n.
Donc j'ai bien la somme de 1 à n plus 1. Vous voyez, quand vous prenez k égale n plus 1 dans la somme, vous avez moins 1 puissance n sur n plus 1. Donc comme il y a un moins devant la somme, tout rentre bien et on a donc l'ordre n plus 1 et donc la formule est bien vérifiée. Ensuite, on veut déterminer la limite de Jn avec les questions 4 et 5. Alors, donc In, alors, on a, quel que soit n plus grand que 1, on va isoler le Jn-1. Ça nous donne 1 demi plus In sur n. Le In, il tendait vers 0. Donc en fait, ça c'est équivalent à 1 sur 2n. Donc ça tend vers 0. Ok, ensuite, en déduire la nature de la série suivante. Alors, nous ce qu'on a c'est la somme partielle. Donc avec la question 8, on va avoir, donc le moins 1 puissance n, je vais le passer de l'autre côté. Donc on va multiplier par moins 1 puissance n des deux côtés. Donc ça casse le moins 1 puissance n à droite. Donc là voilà, comme ça je libère un peu plus ma somme partielle. Donc ça nous donne cette somme partielle est égale à ln de 2 moins moins 1 puissance n jn. Moins 1 puissance n c'est un terme borné. Jn c'est un terme qui tend vers 0. Donc si vous avez quelque chose qui est contrôlé, qui est entre deux valeurs, multiplié par quelque chose qui tend vers 0, quel que soit le côté borné de ce qui est devant, ça va tendre vers 0. Le seul problème, c'est si vous aviez eu 0 fois l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Mais là, c'est borné entre deux valeurs finies, donc ça tend vers 0. Donc tout ça tend vers ln de 2. Donc on peut conclure que la série converge, et de plus, c'est ce qu'on appelle une série alternée, on a cette série qui est égale, cette somme de séries qui est égale à ln de 2. Déterminer un équivalent de Jn. Eh ben, on a déjà fait ça. Jn, c'est 1 sur 2n. Ensuite, déduire des questions précédentes un équivalent de un. Lorsque n... alors, un, c'est ln de 2 moins ça. Donc c'est ce qu'on avait, regardez, on l'a ici. Donc un, c'est en fait moins 1 puissance n jn. Donc c'est équivalent à moins 1 puissance n sur 2n. Montrer que la série de termes générales suivante est convergente. Donc ça, par rapport à ce qu'on a écrit, donc la série des moins 1 puissance n sur 2n. Ça, on l'a déjà fait. On a, regardez. On va le réécrire autrement. Donc là, on est sur n plus grand que 1. Donc pour n plus grand que 1, on doit réécrire en fait différemment. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on réécrive différemment. Donc on va sortir le moins, le 1,5. Regardez ce qui apparaît. Apparaît ça. Donc cette série converge par la question 9b. Donc ça, c'est convergent. Peut-on en déduire la nature de la série de termes général un? Donc nous on avait... Ah oui, parce qu'on a l'équivalent. Donc la réponse est non, car le signe n'est pas constant. D'accord? Le piège qu'on vous a tendu ici, c'est... Vous avez montré que la série, donc c'est ici, donc la série de termes général moins 1 puissance n sur 2n est convergente. Les deux termes généraux sont équivalents. Est-ce qu'alors la série de termes général un est convergent? Non, parce qu'on n'a pas un signe constant. Un n'est pas toujours positif ou toujours négatif. Allez, question 11. Alors, on veut tout de même montrer que la série de termes général un est convergente. On admet le résultat suivant, c'est-à-dire que si xn est une suite telle que les sous-suites suivant la parité soient convergentes et de même limite, alors la suite converge aussi vers cette limite commune. Alors on considère Sn et justifier que pour tout cas plus grand que 1, on est ceci.
Alors, on va partir de UK plus 1, parce que UK plus 1, c'est ln de 2 moins la somme de 1 à K plus 1 de moins 1 puissance J moins 1 sur J. Alors, le but, c'est de faire apparaître UK. Alors, pour faire apparaître UK, on va sortir le terme, en K. Donc, ça fait moins, le terme en K, ça fait moins 1 puissance K sur K plus 1. Donc, ça, c'est... Alors, le UK, il est où? Donc, tout ça, c'est UK, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ça, c'est UK. Alors, on voulait quoi? On va donc tout multiplier par K plus 1. Donc, ça fait K plus 1 UK plus 1 égale K plus 1 UK moins 1 puissance K. Et donc, je vais garder un UK à droite. Donc, ça fait K plus 1 UK moins K UK plus moins 1 puissance K égale UK. OK. On déduit l'égalité suivante. Donc, quel que soit n plus grand que 1, on veut calculer Sn. Sn, c'est la somme des UK. Alors, on va remplacer par ce qu'on a juste avant. D'accord. Donc, regardez, on va garder ce morceau. K plus 1 UK moins K UK à part, plus la somme des moins 1 puissance K. Alors, ici, on a la forme d'un télescopage. D'accord, on a l'ordre K plus 1 moins la 5 K plus 1 moins l'ordre K. Ah oui, ici, pardon. Là, ici, c'est un K plus 1. Voilà. Donc, par télescopage, on va avoir N plus 1 UN plus 1 moins U1. Ça, d'accord. Et après, la somme des moins 1 puissance K. Donc, ça, est-ce qu'on l'a fait avant? Non, on n'en a pas parlé avant. Alors, la somme des moins 1 puissance K, donc il faut comprendre que vous partez de moins 1, et alors pour l'instant je vais le garder à part, on va le faire à part ce calcul. Donc ici ce qu'on peut faire, on peut faire ça par, regardez, pour ce calcul, donc montrons que cette somme vaut, donc ils l'ont mis comment? Donc nous on avait ça, donc moins 1 demi de 1 moins 1 puissance n. Alors on va distinguer, regardez. Si on prend n paires, dans cette somme il y a quoi? Vous commencez à moins 1, plus 1, moins 1, etc. Donc si n est pair, on va pouvoir faire des paquets de 2. Donc si n est pair, on va avoir à chaque fois moins 1 plus moins 1 plus 1. Donc ça va nous donner 0. D'accord? Puisqu'on va pouvoir les rassembler par paquet de 2. Donc voilà ce qu'on peut donner. Et de l'autre côté, moins 1,5 fois ceci, ça vaut 1, donc ça fait aussi 0. Donc si n est pair, pas de problème, ça fonctionne. À présent, si n est impair, donc pareil, on aura des paquets de 2, donc la somme de 1 à n des moins 1 puissance k, ça va faire moins 1, parce que vous aurez tous les paquets de 2, et il y aura encore un terme impair qui va donner moins 1. Donc ça, on l'a d'une part. Et d'autre part, donc lui va valoir moins 1, donc ça va faire moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1. Donc finalement, on a Sn, ça va faire n plus 1 un plus 1, moins u1, donc moins cette écriture. Montrer alors que la limite, donc là il faut qu'on distingue, donc S 2n, ça nous donne 2n plus 1, u2n plus 1, moins u1, et donc si n est pair, il n'y a plus rien d'autre. Donc voilà ce qui nous reste, et il nous faut calculer sa limite. Alors pour sa limite, donc il nous faut la limite de 2n plus 1, u2n plus 1, il faut qu'on retourne à ce qu'on avait. On avait un équivalent, ouais. Donc on sait qu'on a cet équivalent. Et U1, alors qu'est-ce qu'on avait sur U1? Et U1, on peut le calculer, d'accord. Donc,
Non, alors, faut qu'on retrouve. Donc l'équivalent, donc là on avait. Alors je vais reprendre. Non, c'est là. Donc on avait UN équivalent à moins 1 puissance n sur 2n. Donc ici, U2n plus 1, il est équivalent à moins 1 puissance 2n plus 1, donc ça fait moins 1 sur 2 fois 2n plus 1. Donc 2n plus 1, U2n plus 1, il est équivalent à moins 1 demi. Donc finalement, S2n va tendre vers moins 1 demi moins U1. Donc U1, on ne l'avait pas encore. Donc U1, c'est ln de 2, moins le terme en 1, donc moins 1. Donc ça vous donne 1 demi moins ln de 2, qui est bien la limite qu'on attend. À présent, S2n plus 1. Alors soit on fait la même chose, non. Regardez, S2n plus 1, c'est tout simplement S2n plus U2n plus 1. Lui, il tend vers 0. Et donc, ça a la même limite que S2n en fait. On a ceci. Donc, par le rappel, la limite de Sn, c'est égal à 1 demi moins ln de 2. C'est-à-dire Sn, rappelez-vous, c'est la série. Donc on peut conclure que la série des UK converge et vaut 1 demi moins ln de 2. Alors pour finir, expliquer lequel on vient de démontrer. Alors Sn, on va écrire donc Sn, c'était la somme pour k égale 1 à n des UK. Et UK, alors UK, qu'est-ce qu'on avait? UK, c'était notre somme. Alors on va le recopier. Donc UK, c'est ln de 2 moins la somme de 1 à k de moins 1 puissance j moins 1 sur j. Alors nous, on peut écrire ça comme une somme double. Oui. Alors, le ln de 2, on avait le ln de 2. Le ln de 2, c'était notre somme de j égale 1 à plus l'infini de moins 1 puissance j moins 1 sur j. Ça, c'était la question 9b. Donc, on lui enlève la somme de 1 à k. Donc, ça nous donne la somme de 1 à plus, non, de 1 à n. Donc là, on fait la somme de 1 à plus l'infini moins la somme de 1 à k. Donc, ça fait la somme de k plus 1 à plus l'infini de ceci. Donc, ça semble être la... Alors, regardez. Donc, nous, on a aussi la limite de Sn. On avait trouvé que c'était 1,5 moins ln de 2. Donc, la somme de 1 à plus l'infini de la somme de k plus 1 à plus l'infini de moins 1 puissance j moins 1 sur j, c'est donc égal à ceci. C'est-à-dire, ça nous donne la réponse C. Et voilà, terminé pour les decks 2020 et terminé pour les maths pour cette année. Donc dans ce sujet, alors peut-être un peu moins long que d'habitude, l'exercice 1, pas beaucoup de difficultés, l'exercice 2, la rédaction, l'exercice 3, des calculs, et l'exercice 4, plutôt de la rédaction et l'utilisation des questions précédentes. C'était peut-être là où il fallait être un peu plus frais pour savoir quelles questions utiliser dans ce qui avait été fait avant. Voilà, c'est terminé pour moi. À bientôt.